La Russie peut-elle redéfinir l'ensemble du théâtre des opérations en Ukraine par une seule contre-offensive décisive? Qu'attendons-nous pour les forces militaires des deux camps dans ce conflit de plus en plus intense? Bienvenue dans notre dernier bulletin d'information du 26 août. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les points de vue des experts occidentaux sur la personnalité et les décisions du président Poutine dans la guerre actuelle. À la fin de ce programme, nous vous présenterons un discours très surprenant d'un homme politique américain qui a exposé les manœuvres de la gauche radicale visant à réprimer les candidats à la présidence. Sans plus attendre, passons aux détails. Le ministère russe de la Défense a annoncé que dans les dernières 24 heures, l'Ukraine a continué d'attaquer plusieurs localités telles que Borki, Rouskaya, Martinovka, Malaya Loknia, Kremianoe, Korenevo et Komarovka. Mais toutes ces attaques ont été repoussées. En conséquence, 70 soldats ukrainiens ont été tués ou blessés et 2 véhicules blindés ainsi qu'une voiture ont été détruits. L'aviation russe a également frappé des zones où les réservistes ukrainiens rassemblèrent des troupes et du matériel militaire près des localités de la région de Soumy à la frontière russe. Dans toutes les localités de la région de Koursk, selon la partie russe, la bataille la plus féroce se déroule dans le village de Malaya Loknia. Au nord de ce village se trouve la ville de Elgov, l'un des points de défense cruciaux de la Russie dans la région de Koursk. Cependant, il reste environ 30 km à parcourir jusqu'à Elgov et avec la vitesse actuelle de l'avancée ukrainienne dans cette région, cette distance est considérable. La partie russe indique que le village de Malaya Loknia est actuellement encerclé par les forces ukrainienne en périphérie. Selon Bild, l'Ukraine tente de prendre d'assaut une fortification russe située là, autrefois une prison. Ils ont bombardé le bâtiment et attaqué les tours de guet avec des drones. Du côté russe, non seulement les miliciens, mais aussi le personnel pénitentiaire participent à la défense contre les assauts ennemis. Dans la ville de Glushkovski, la partie russe rapporte que la pression ukrainienne a diminué et qu'il semble que les attaques soient temporairement suspendues pour réorganiser les troupes et déplacer des renforts. La Russie s'attend à ce que l'Ukraine envoie davantage d'unités d'élite dans la région de Koursk. Il semble que le Kremlin veuille transformer cette région en un lieu où les forces d'élite ukrainiennes seront anéanties. Le 21 août, le journal britannique The Spectator a publié un article intitulé « Poutine attend son heure pour se venger de Koursk ». Cet article explique plus en détail pourquoi la Russie n'a pas encore concentré tous ses efforts pour repousser l'Ukraine de son territoire. L'auteur de cet article, le célèbre journaliste britannique Julius Strauss, écrit que Poutine n'a pas redéployé ses troupes de l'Ukraine vers la région de Koursk car il calcule que l'Ukraine, manquant de main-d'œuvre et de logistique, aura du mal à soutenir la guerre sur 2 fronts, contrairement à la Russie. De plus, une riposte russe pourrait être le prétexte pour une implication plus profonde de l'OTAN dans le conflit, ce que le Kremlin cherche à éviter à tout prix. D'une manière générale, selon le journaliste britannique, Poutine a l'avantage dans cette guerre. Beaucoup d'entre nous pourraient s'inquiéter en suivant les développements à Koursk, mais ce journaliste souligne que les événements passés ont montré que Poutine attend souvent le moment opportun pour porter un coup décisif en temps de crise. Par exemple, Poutine a fait croire à tout le monde qu'il était prêt à se réconcilier avec Prigojine, le chef du groupe Wagner, après sa rébellion, mais au moment venu, Poutine a résolu le problème de manière décisive. Dans l'article du Spectator, un passage nous aide à mieux comprendre le caractère de Poutine. Bien qu'il ait l'image d'un homme fort et viril, Poutine a tendance à différer ses actions. En 2004, il a attendu des mois avant de prendre des mesures contre Mikhail Khodorkovsky, l'homme le plus riche de Russie qui avait ouvertement défié le pouvoir du Kremlin. Bien après que les conditions aient été mûres pour annexer la Crimée, Poutine est resté inactif et n'est intervenu qu'en 2014. Même après la tentative de coup d'État de Prigojine en 2023, Poutine semblait au début prêt à céder aux exigences du chef de Wagner, mais les dossiers de l'ancien agent du KGB nous disent autre chose. À un moment donné, lorsque Poutine estimera que le temps est venu, il agira. En fin de compte, Khodorkovsky a été emprisonné, la Crimée est revenue à la Russie et Prigojine est mort. Après avoir énuméré les occasions où Poutine a attendu avant d'agir dans des situations de crise et les résultats de ses actions, Julius Strauss conclut sur le retard de Poutine à intervenir à Koursk.
Actuellement, Poutine attend avant de passer à l'action. Il veut s'assurer que sa position de pouvoir est bien sécurisée, mais en même temps, il réfléchit à la meilleure manière de se venger de l'Ukraine, et quand cette vengeance arrivera, elle sera froide et implacable. Comme la plupart des experts occidentaux, le journaliste britannique reconnaît que l'objectif actuel de Poutine est de contrôler la ville de Pokrovsk, un centre de transport crucial en Ukraine. Si la Russie s'empare de Pokrovsk, elle pourrait redéfinir la dynamique du conflit. Le gouvernement de Kiev a appelé les habitants de Myrhorod et des environs à évacuer dans les 2 semaines avant que les forces russes ne parviennent à ce centre logistique militaire crucial. CNN a rapporté le 23 août que Yuri Tretiak, chef de l'administration militaire, a admis que l'ennemi progresse plus rapidement que prévu et a conseillé à la population de ne pas attendre. La situation ne fera qu'empirer, partez maintenant. L'agence de presse AP a cité le 22 août des officiers ukrainiens qui ont imputé les progrès rapides de la Russie à la mauvaise formation des conscrits de l'armée ukrainienne. Ces soldats ne voulaient pas tirer et quand ils ont vu l'ennemi approcher des tranchées, ils ont hésité à ouvrir le feu, c'est pourquoi nos soldats meurent. Ils n'ont même pas été formés selon les standards de base de l'entraînement au combat. La mauvaise qualité des nouvelles recrues ukrainiennes soulève des doutes sur leur capacité à servir de chair à canon, comme leurs camarades à Bakhmout ou Avdiivka. La prise de Pokrovsk par la Russie dans un avenir proche pourrait redéfinir la dynamique du conflit, étant donné l'importance stratégique de cette ville pour la logistique militaire ukrainienne. Derrière Pokrovsk, il n'y a que quelques villes faiblement défendues et au-delà de vastes steppes, idéal pour la guerre de mouvement. L'invasion de Koursk par l'Ukraine, soutenue par l'OTAN, rappelle aux observateurs que la guerre de mouvement n'a jamais été éradiquée, contrairement à ce que certains experts militaires occidentaux ont pu penser, et qu'elle pourrait bien se reproduire sur les champs derrière Pokrovsk. Les rares succès de l'Ukraine à Kharkov et Kherson en septembre 2022 et plus récemment à Koursk sont le résultat d'erreurs russes et non de stratégies innovantes de l'Ukraine, comme le chantent les médias occidentaux grand public. L'Ukraine a exploité l'étirement des lignes logistiques russes sur plusieurs fronts et le manque de troupes à Kharkov et Kherson au début du conflit ou a profité de la région frontalière la plus mal défendue de la Russie à Koursk pour attaquer. Cependant, aucun de ces 3 précédents ne montre que l'Ukraine a la capacité de vaincre la Russie dans une guerre de mouvement. Par conséquent, il est très probable que la Russie s'empare rapidement de vastes territoires du Donbass après avoir écrasé Pokrovsk. À partir de là, la Russie pourrait attaquer les 2 villes stratégiques de Kramatorsk et Sloviansk, fortement défendues dans le nord du Donbass. Dans ce cas, la Russie pourrait exploiter les succès de la guerre de mouvement après Pokrovsk pour s'étendre dans d'autres directions. Les observateurs estiment que la prise de Pokrovsk permettrait à la Russie d'avancer vers le nord, en direction de Kharkov, vers l'ouest, en direction de Dnipro et vers le sud-ouest, en direction de Zaporojie. L'ouverture d'un 3e front à Kharkov pourrait compléter les fronts nord et est de Belgorod et Lugansk, et l'ouverture d'un front à Dnipro pourrait être considérée par Poutine comme une revanche pour Koursk. La route de Kharkov pourrait également couper les lignes de ravitaillement ukrainiennes vers les villes stratégiques de Kramatorsk et Sloviansk, facilitant ainsi la prise de contrôle totale du Donbass par la Russie. Une avancée russe vers le sud-est en direction de Dnipro pourrait être un raccourci pour lancer des attaques sur le nord de Zaporojie et aboutir à l'encerclement de la capitale de Zaporojie. Les observateurs ne peuvent que spéculer sur la direction que prendra la Russie si Pokrovsk tombe. Cependant, Kiev a également sa propre stratégie. L'état-major ukrainien pourrait, par exemple, doubler les effectifs sur le front de Koursk au lieu d'ouvrir un nouveau front en Biélorussie ou dans d'autres régions frontalières de la Russie si leur bastion du Donbass tombe, ou bien ils pourraient se retirer de Koursk pour contre-attaquer dans le Donbass. Mais quelle que soit l'option choisie, l'Ukraine se retrouvera dans une situation difficile, surtout si la Russie ouvre un nouveau front à Kharkov ou à Dnipro, tout en exerçant une pression maximale sur les 2 villes satellites de Kramatorsk et Sloviansk dans le Donbass. L'Ukraine perdra encore plus de territoire. Il est possible que l'Ukraine, dans son désespoir, escalade dangereusement en provoquant un incident nucléaire. Par exemple, elle pourrait attaquer une centrale nucléaire ou des installations de stockage de combustible nucléaire usé en Russie, ou bien perpétrer un attentat de grande envergure dans le but de provoquer la Russie à utiliser des armes nucléaires.
En résumé, la prise de Pokrovsk par la Russie n'est qu'une question de temps, mais l'Ukraine pourrait transformer cette ville en un second Bakhmut, c'est-à-dire qu'elle pourrait se battre jusqu'au bout pour prolonger la guerre autant que possible. Quoi qu'il en soit, elle finira par perdre cette forteresse. Personne ne peut encore deviner ce que le président Zelensky prévoit lorsque Pokrovsk tombera, mais 3 scénarios sont les plus probables. Premièrement, sacrifier un front pour en sauver un autre. Deuxièmement, échanger des territoires avec la Russie, c'est-à-dire demander à la Russie de cesser ses attaques sur Kharkov en échange d'un retrait ukrainien de Koursk. Et troisièmement, le plan le plus dangereux, franchir les dernières lignes rouges. Les élections présidentielles américaines prennent une tournure inattendue. Un membre du Parti démocrate se tourne soudainement vers Trump. Après que Kamala Harris ait été officiellement nommée candidate à la présidence par le Parti démocrate, elle a déclaré le soir du 22 août, lors de la convention démocrate à Chicago, qu'elle avait rencontré le président Zelensky 5 jours avant l'attaque russe contre l'Ukraine pour l'avertir de l'invasion. Elle a contribué à mobiliser une réponse mondiale avec plus de 50 pays pour contrer l'agression de Poutine. Et en tant que présidente, elle se tiendra aux côtés de l'Ukraine et de nos alliés de l'OTAN. C'est la première fois qu'elle clarifie sa position sur l'Ukraine en affirmant qu'elle soutiendra l'Ukraine et les alliés de l'OTAN si elle devient présidente des États-Unis. Cette déclaration n'est pas surprenante car sa politique reflète celle de l'administration Biden qui sert les intérêts du camp globaliste. Cependant, la course présidentielle américaine a pris une tournure inattendue lorsque le candidat indépendant à la présidence, Robert Kennedy Jr., a annoncé son retrait et son soutien à l'ancien président Donald Trump. Ce qui est remarquable, c'est qu'il est un membre de longue date du Parti démocrate et qu'il vient d'une des familles les plus respectées de l'histoire américaine. Son discours le soir du 23 août a attiré une grande attention du public américain. Nous citons une partie de ce discours pour mieux comprendre l'état profond représenté par les grands groupes qui contrôlent la Maison-Blanche et la démocratie américaine dans son ensemble. Kennedy a déclaré « Le Parti démocrate est devenu le parti de la guerre, de la censure, de la corruption, des grandes entreprises pharmaceutiques, des grandes technologies, de la grande agriculture et des riches qui veulent abolir la démocratie américaine en annulant les primaires pour dissimuler le déclin cognitif du président en exercice. Biden, j'ai quitté le Parti démocrate pour me présenter en tant que candidat indépendant. Le Parti démocrate et ses conglomérats médiatiques ont créé une vague de popularité pour la vice-présidente Harris qui ne repose sur rien. Pas de politique, pas d'interview, pas de débat. Un cirque se déroule à Chicago sans aucune base. Personne ne sait quelle est la politique de Harris. Tant que vous détestez Trump, c'est suffisant. Kennedy a également posé la question suivante. Comment le Parti démocrate a-t-il pu choisir un candidat qui n'a jamais participé à une interview ou à un débat pendant tout le cycle électoral? Nous connaissons la réponse. Le Parti démocrate a agi de la sorte en intentant des procès contre l'opposition à Trump et en privant les électeurs américains de leur droit de vote. Ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas la manière dont le Parti démocrate gère ses affaires internes ou ses candidats. Ce qui m'inquiète, c'est leur contrôle des médias et l'armement des agences fédérales. Il a ensuite critiqué le Parti démocrate lorsqu'il a été qualifié de fauteur de troubles. Il y a plusieurs mois, j'ai promis au peuple américain que je me retirerais de la course si je devenais un fauteur de troubles. Au fond de moi, je ne crois plus avoir une chance réaliste de remporter l'élection face à la censure systématique et au contrôle médiatique incessant de ce parti. Je fais simplement une pause dans ma campagne, je ne la termine pas. Mon nom figurera toujours sur les bulletins de vote dans la plupart des États. Dans un système honnête, je crois que je gagnerai. Après tout, les sondages montrent que je bats tous les autres candidats démocrates. C'est pourquoi je soutiens maintenant Donald Trump. En parlant de Donald Trump, Kennedy a reconnu qu'il avait plus de points communs avec l'ancien président qu'il ne le pensait. J'ai été un critique acerbe de nombreuses politiques de Trump pendant son premier mandat et j'ai encore de très sérieux désaccords. Mais sur des questions importantes comme la fin des guerres sans fin, la fin des maladies infantiles, la protection des frontières, la défense de la liberté d'expression et la lutte contre la prise de contrôle des institutions publiques par les grandes entreprises, nous sommes d'accord. Nous devons retirer les services de renseignement américains de la propagande, de la censure et de la surveillance des Américains, ainsi que de l'ingérence dans nos élections.
Le retrait temporaire de la course à la présidence est une décision douloureuse pour moi, mais je crois que c'est le meilleur espoir pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mettre fin à l'épidémie de maladies chroniques qui ronge notre pays de l'intérieur et enfin protéger la liberté d'expression. Kennedy a également abordé en détail la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons rapproché la Russie de la Chine et de l'Iran. Nous sommes plus proches que jamais du bord d'une guerre nucléaire depuis 1962 et les néoconservateurs à la Maison-Blanche semblent s'en moquer. Notre pouvoir, notre moralité et notre économie sont en plein chaos et la guerre favorise la formation du bloc BRICS, une organisation qui menace désormais de remplacer le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. C'est une catastrophe grave pour notre pays. À en juger par le discours belliqueux de Harris sur la guerre hier soir à Chicago, il est clair qu'elle se réjouira de cette aventure militaire ainsi que d'autres aventures des néoconservateurs. Trump dit qu'il rouvrira les négociations avec le président Poutine et mettra fin à la guerre dès qu'il sera président. Cela suffit à justifier mon soutien à sa campagne. Chers spectateurs, on peut dire que l'apparition du candidat Kennedy a fait trembler le Parti démocrate. C'est pourquoi ils ont truqué les règles, l'ont empêché de figurer sur les bulletins de vote des États et l'ont diffamé en tant qu'extrémiste. Le fait que Kennedy se soit tourné vers Donald Trump est considéré comme une bombe qui pourrait secouer les États-Unis. Imaginez un membre de longue date du Parti démocrate se ranger soudainement derrière un candidat républicain à la présidence. Cela porterait un coup dur à la gauche. Cela pourrait donner un élan positif à Trump, même si ce n'est pas beaucoup et que cela ne dure que peu de temps, mais cela pourrait faire la différence dans une course qui s'annonce très serrée dans les États clés, en particulier en Pennsylvanie. Actuellement, les démocrates sont confiants qu'ils peuvent positionner Harris pour gagner. Nous continuerons à analyser les élections américaines dans nos prochaines vidéos. Merci, chers spectateurs, d'avoir suivi notre commentaire d'aujourd'hui. Face à ces développements surprenants, la Russie parviendra-t-elle à redéfinir le conflit ? Et comment cela affectera-t-il la scène politique mondiale? Laissez vos opinions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de regarder nos prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.